C'est vous qui m'avez appelé? Oui. Vous avez pas petit. Bon, ça sera fait. Je vous recontacte. Tu y crois vraiment, ma pauvre vieille? Non mais tais-toi. Faut infiltrer ses contacts, il faut faire quelque chose, faut s'assurer qu'il va bien, il faut retracer son... Quoi? Samaï, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ça, mais c'est obligé, il est obligé d'avoir contact avec quelqu'un. Tu le connais. Oui, mais alors... L'espace en réseau, sa représentation dans l'art contemporain et dans le jeu vidéo. Un vaste sujet qui a le mérite de nous faire ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et dans notre place dans la matrice. Parce que par définition, le réseau, c'est un ensemble de relations ou de lignes entrelacées, reliées, interconnectées. On va délibérément se limiter à l'espace de la ville et de ses réseaux pour en parler, et voir ensemble des notions comme l'espace, l'œuvre et la place du spectateur. Bref, le réseau, une notion qui devrait vous dire quelque chose, encore faut-il que votre prof d'art plastique ait bien fait son travail. Tu le sens, mon gros réseau de vidéos, là? Bah alors, je suis en train de monter. Je fais ce que je veux, non? Oh, Samaï! Oh, désolé. Qu'on le veuille ou non, et à moins d'être un ermite paumé en plein milieu de la Creuse, nous faisons tous partie d'un réseau, et d'autant plus si nous faisons partie d'une ville. Des fois oublié, le réseau et notre appartenance à celui-ci est pourtant quotidien. Question de terrain, de délimitation, de plan, on ne le voit pas tout le temps, et pourtant. Il est important de faire un distinguo entre le terrain de jeu, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'écran, ce que le joueur peut parcourir, et le plan du jeu, c'est-à-dire les informations spatiales et les maps. C'est sûr que dans le jeu vidéo c'est plus facile, on n'est pas obligé de bousiller toute sa 4G pour trouver une adresse sur Google Maps. Terrain et plan peuvent donc coexister parfaitement. Ils sont des fois confondus et visibles de prime abord. Des fois, l'un devient une aide à l'autre car prédéfini et prévu comme tel, ou alors est à découvrir au fur et à mesure. Et puis des fois, le terrain de jeu est le plan du jeu, selon vos propres règles, où rien n'est défini. La partie level design étant faite, on va maintenant s'intéresser à la représentation du réseau dans la ville, comment ce dernier peut être mis en avant. Quand on parle de la représentation de la ville dans l'histoire de l'art pictural, il y a un nom, une référence qui revient assez souvent, il s'agit de Piet Mondrian. Allez, on s'accroche 5 minutes, on va faire preuve d'un peu d'imagination, on va parler d'abstraction. S'il vous plaît. D'abord cubiste, Piet Mondrian va progressivement abandonner toute représentation, même partielle, pour se radicaliser dans la simplification. Il veut en finir avec l'enveloppe matérielle de ses sujets et en tirer leur essence, ce qu'ils sont. C'est vachement méta, mais il a cette envie de revenir aux sources d'un point de vue plastique. Une composition stable, avec des lignes verticales et horizontales bien perpendiculaires, délimitant des zones rectangulaires d'aplats bleus, rouges, jaunes, noirs et blancs. Point barre. Vous trouvez ça limitant? Mais c'est qui s'amuse, le Piet Mondrian. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il part à New York, et là c'est la révélation. Ah bah oui, cette ville, c'est du pain béni pour lui. Bah pourquoi? Oubliez la Statue de la Liberté, je vais vous montrer ce qu'est vraiment New York. Normalement, vous devriez commencer à visualiser la ressemblance. La topographie et les plans d'urbanisme de cette ville le passionnent. Il en tire la rigueur et la finesse de ses rues pour les transposer sur la toile et créer sa propre cartographie. C'est tout naturellement qu'il va ensuite faire se rencontrer les couleurs et les formes, jusque-là bien délimitées, et emplir ces rues vides par des enseignes colorées et lumineuses, symboliser la circulation et le flot des passants, où tout se mélange dans un rythme de jazz et de boogie-woogie. Eh ouais, ça s'invente pas. Broadway Boogie Woogie, c'est le nom de son œuvre. D'autres lui emboîteront le pas. Et pour aller un peu plus loin, vous avez par exemple Jazzberry Blue, pour rester un peu plus dans la musique, et même E-Boy. Allez, on va rester un peu dans les lignes droites des réseaux de la ville pour parler des lignes droites de la bande dessinée. Travelling Square District de Greg Shaw est une bande dessinée assez pointue aux premiers abords. Ok, mais il se passe rien. Voilà des personnages enfin qui parlent sur une double page. Et puis mais merde, mais on se balade de nouveau dans l'espace ou c'est quoi ce truc ? Premier regard, on a la représentation d'une métropole fictive assez géométrique. Tout y est carré. Au fur et à mesure, on reconnaît les éléments du décor qui défilent de case en case, un peu comme le travelling d'une caméra. Ici, pour comprendre cet ouvrage, il faut mettre en comparatif deux espaces. L'espace narratif où l'histoire se passe au sein de la ville, en huis clos, et pas ailleurs, les personnages en font partie et ne se déplacent pas en dehors. Et l'espace de représentation où ces mêmes personnages font visuellement partie de la même image. Cette image, c'est finalement que la première de couverture, tout est sous nos yeux depuis le début, et la case carrée joue donc le rôle de transporteur de cette fenêtre dans laquelle nous regardons l'action. Alberti compare notamment l'espace du tableau à une fenêtre à travers laquelle il nous serait donné de contempler le monde. Oups, mauvais épisode. Le réseau de cases du support physique de la bande dessinée fonctionne graphiquement donc comme un ensemble de fenêtres d'un immeuble, qui représentent des fenêtres d'immeubles. Waouh, mise en abîme! Et alors que dans une bande dessinée, un manga ou même un comics traditionnel, la case même change en fonction de l'action, du dynamisme et du mouvement pour délimiter les espaces et les temps entre les différents protagonistes, comme les différents plans et séquences du montage d'un film par exemple, la seule délimitation que nous avons ici est d'ordre temporel et non spatial.
Bah oui, on n'a pas besoin de couper l'action présente en différents points de vue, car celui-ci est toujours le même dans l'ensemble de l'ouvrage. Finalement, on pourrait presque rapprocher Travelling Square District du film Birdman de Alejandro González Iñárritu, avec son faux plan séquence du début à la fin pour vous faire une idée. Au fur et à mesure du récit, de bons spatiaux en bons spatiaux, on découvre de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouveaux rebondissements, tous rattachés à la même unité, qu'est l'image de première de couverture, le réseau à son point fondamental, sur lequel se greffe tout le reste. Ainsi, sans aucune coupure, l'impression de laisser vivre les personnages dans le même lieu, mais à des instants différents, rend cette ville vivante et presque grouillante, comme si nous regardions des fourmis dans une posture quasi omnisciente. Une ville, c'est fait pour être vivant, et dans un jeu vidéo, la faire vivre dans l'expérience de jeu, avoir des décors qui y ressemblent grossièrement, des fois, ça suffit pas. La faire vivre passe par ses habitants, ses réseaux de transport, par l'activité que tout cela génère, par les interactions qui se créent. Pause. Cela se joue aussi avec le son et l'habillage sonore. Qu'est-ce que serait un GTA sans sa radio? Ou alors, je sais pas, un Assassin's Creed s'il n'y avait pas les marchands qui louaient leurs produits, ou alors les catins en train de glousser. Non, ça fait partie du truc aussi. Ou au contraire, on peut faire vivre une ville dans un temps antérieur, par l'absence de ses habitants, y insérer des indices de présence passée, montrer qu'elle a été vivante à un moment, pour la rendre vivante de cohérence maintenant. Car oui, un réseau, c'est le symptôme d'interrelation vivante. Et si c'est pas le cas, quel meilleur exemple pour illustrer cela que Plague Inc. Evolve? Vous incarnez un virus, une bactérie, un parasite, un champignon ou toute autre joyeuseté qui, si tout va bien pour vous, va se propager et tuer toute l'espèce humaine sur Terre. Être virulent est votre credo numéro 1, et nombre de réseaux sont à votre portée pour cela. Transmission par les pigeons, les rats, l'eau, les moustiques, le sang, par l'air, vous avez le choix et vous muterez en conséquence. Ici, le terrain de jeu est en même temps le plan du jeu. Notre monde, comme nous le connaissons, avec ses réseaux de transport, ses réseaux de population comme les villes ou les événements de grands rassemblements, etc. Ses réseaux de communication, avec les news qui popent à l'écran et vous donnent de précieux indices si vous éveillez les soupçons chez les humains ou non. Ses réseaux sanitaires, climatiques et autres. Et puis en parallèle, il y a votre petit réseau de symptômes à acheter avec des points d'ADN pour tuer. Peut-être que vous visez les pays chauds? Payez-vous une résistance à la chaleur? Vous visez les grandes villes? C'est les rats qui sont là pour ça. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Et une fois que vous vous êtes bien développé, mettez en place votre réseau de symptômes reliés entre eux et admirez le travail. Être pathogène, voire mortel, vient en un second temps. Oui, si les humains vous ont dans le collimateur direct, ils se laisseront pas faire. Mise en place d'un traitement, fermeture des voies aériennes et maritimes, il bloque les réseaux dont vous avez besoin. Et là, c'est la cata pour faire grandir le fruit de votre labeur, l'épidémie. Plague Inc. Evolve est un merveilleux millefeuille de réseaux, et encore une fois, tout est une question d'échelle, et ainsi les réseaux sont infinis, que ça soit à l'échelle macroscopique ou microscopique, parce que finalement, la ville, ce n'est qu'un contexte spatial parmi tant d'autres. Tiens, on va mettre en parallèle deux artistes contemporains pour que vous compreniez un peu mieux la différence qu'il y a entre moyens plastiques et sens donné. À ma gauche, Thomas Saraceno, artiste et architecte argentin, forme des structures expérimentales sphériques en entrelaçant des câbles entre eux, à travers desquels le spectateur peut se déplacer. À ma droite, Chiharu Shiota, artiste japonaise, forme des structures partiellement chaotiques en forme de cocon, en entrelaçant des fils de laine noire entre eux, à travers lesquels le spectateur peut se déplacer. En circulant autour de ces œuvres, comment ne pas penser à un système solaire en les voyant, mais aussi à des gouttes d'eau sur une toile d'araignée par exemple. C'est tout cela à la fois que cette œuvre représente, et c'est aussi simple que ça. Montrer la diversité de significations que l'on peut trouver dans un objet plastique autour duquel on peut circuler. Ici, le réseau de toiles en forme circulaire. Et ce, en fonction du point de vue adopté sur des phénomènes naturels qui se trouvent autour de nous. Ce que nous connaissons et ce que nous visualisons. Sceptique? Un petit coup d'œil sur le titre de l'œuvre devrait vous aider. Galaxies forming along filaments like droplets along the strands of a spider's web. Un galaxie se formant le long de filaments comme des gouttelettes le long des brins d'une toile d'araignée. C'est quand même plus simple. Maintenant, on ne circule plus autour du réseau, nous y sommes intégrés. En 2011-2012, Chiharu Shiota rend hommage à la ville de Lyon et à sa longue tradition dans le textile en confectionnant son œuvre la plus monumentale à ce jour, Labyrinth of Memory. Autour de 16 robes du créateur Mongi Gibanei, pendant 15 jours, elle tisse un réseau de 1700 mètres carrés avec plus de 600 km de laine noire. Une vraie araignée tisseuse à elle seule. Et l'aide d'une quinzaine de personnes. On a des robes vides destinées à quelqu'un, mais témoins de l'absence de l'humain. Et autour, on a une représentation des neurones dans cet essaim dans lequel nous circulons. Nous sommes inclus dans cette idée de mémoire, comme nous traversons un tunnel cérébral empli de neurones. C'est l'hommage parfait. Vous l'aurez compris, le réseau peut être défini et représenté de multiples façons. Il peut être rompu, délaissé, réutilisé, transformé.
et il est marrant de voir les réseaux apparaître sous ses yeux de différentes façons. Et puis finalement, aujourd'hui, il est assez facile de se faire passer pour un Aiden Pierce dans Watch Dogs, en hackant des portails ennemis depuis son portable dans Ingress, les faire passer sous sa faction et les relier pour étendre son réseau de monuments, de peintures murales, de graphes ou de sculptures présents autour de nous. Un jeu sur smartphone qui nous oblige à sortir de chez nous pour aller à la rencontre d'œuvres urbaines et nous faire sortir le nez du virtuel grâce au virtuel, avouez quand même que c'est pas con. Depuis que je suis hacker level 3, j'ai plus d'une vingtaine de portal keys, tous boostés avec des portal shield et des force amp. Mes résonateurs sont boostés à bloc et je suis maître en firing avec mes XMP boosters. Tu peux pas tester. Et il est l'heure de répondre à vos questions. Alors déjà, vous avez été énormément à me dire que nous avions plus de 5 sens. Alors oui, je le sais. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je disais jusqu'à preuve du contraire. Bon, je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris en fait la petite nuance. Donc pour ceux qui ne le savent pas, que nous avons effectivement plus de 5 sens, je vous invite à aller regarder cette vidéo de Bruce sur la chaîne Y Penser qui explique tout ça bien mieux que moi. J'ai délibérément limité à 5 sens pour la vidéo synesthésie. Pour simplement limiter mon sujet. On a Kirza qui nous pose la question si la synesthésie peut modifier notre équilibre ou sur notre façon de penser. Je sais pas, je pourrais pas te dire, mais ça dépend après de qu'est-ce qu'on considère être un sens. Est-ce que le sens de l'équilibre est un sens à part entière? Si oui, si la synesthésie modifie le sens de l'équilibre, oui, à ce moment-là, la synesthésie pourra changer notre équilibre. Et non, on ne dit pas synesthétique, on dit bien synesthète. Aussi beaucoup de gens qui m'ont parlé de Ratatouille. Alors Ratatouille, oui, on le voit manger à un moment une fraise, visualiser des couleurs, manger avec un bout de fromage, visualiser d'autres couleurs. Alors justement, c'est une très bonne remarque parce que Ratatouille, il y a plutôt une métaphore qui a trait à la synesthésie. On a justement Gusto qui parle de mélange d'essence, de saveurs, de couleurs, voire des couleurs avec le goût. Je verrais ça plutôt, ouais, une visualisation de la métaphore qui a trait à la synesthésie comme une figure de style finalement. Alors les personnes qui ont l'oreille absolue, c'est quoi? Ce sont des personnes tout simplement qui, en écoutant un son, vont pouvoir la mettre en relation avec leurs notes. C'est avoir une ouïe extrêmement développée et savoir tout de suite distinguer quelle note il s'agit en écoutant un son. Ça n'a pas grand chose à voir avec la synesthésie. Alors imaginez ces voisins qu'on entend à travers le mur et les visualiser, ça peut être plus de l'imagination. Ouais. Après, peut-être que tu as un attrait tout particulier à imaginer tes voisins tout nus sur leur canapé. En gros, si on associe musique et son à une image, c'est de la synesthésie. Eh non, pas forcément, ça peut être de la simple synchronisation. Okapi nous fait remarquer que les associations de Frédéric Mal, c'est-à-dire odeur-couleur, peuvent très bien convenir aussi à des relations d'ordre culturel. Et peut-être, très bien, après je ne le connais pas personnellement, mais peut-être que quand il était petit, son environnement l'a tout simplement changé aussi. Il est synesthète, ça c'est plus à démontrer, donc il a des relations couleurs et odeurs qui se font d'elles-mêmes. Rien ne l'empêche d'avoir été, on va dire, changé par son environnement, même par sa culture. Le rouge égale la passion, égale l'amour. Tous ces codes de couleurs environnementaux et sociaux peuvent jouer sur notre perception de la couleur. Et je pense aussi très bien chez un synesthète. Barbara Lucin nous fait remarquer que la synesthésie, nous l'avons dès la naissance, et ce pour tout le monde, que la synesthésie se fait par des relations dans le cerveau alors qu'on est encore tout bébé, tout nourrisson, et que au fur et à mesure, on perd ces interconnexions. C'est une théorie comme une autre, c'est pas la première fois que je la vois. Après, j'émets quand même des doutes, parce que quand on est nourrisson, nous n'avons pas encore développé notre vue. Nous ne distinguons pas forcément les couleurs et les formes. Donc à ce moment-là, comment peuvent-elles apparaître à un nourrisson s'il n'a pas encore pris conscience de ces différentes formes, de ces différentes couleurs ou même de ces sons? La relation est un peu plus difficile, je pense. Est-ce que je considère la synesthésie comme handicap ou au contraire comme atout? Je l'ai dit dans la vidéo, ça dépend si elle est handicapante ou non, si on arrive à la maîtriser ou non. Ça peut être une aide dans un cas de création artistique, au niveau de l'imagination, etc. Mais ça peut être plus problématique. Je pense à une personne par exemple qui prend le métro et qui visualise le 1 égale rose. Alors que la ligne 1 dans Paris est jaune. Elle va peut-être, potentiellement, se tromper de métro parce qu'elle associe un chiffre à une couleur différente. Sommes-nous tous synesthètes par la relation de forme, de son, etc. Pas forcément, on peut juste avoir des processus mentaux qui fonctionnent sur l'affect, c'est-à-dire dans quelles conditions, dans quelle culture, dans quel environnement nous avons grandi simplement.
on peut faire des relations. On va faire un simple exemple. Vous voyez ces deux mots? Nous avons Booba et Kiki. Maintenant, vous allez associer ces deux mots avec ces deux formes. Nous avons une forme ronde et une forme un peu plus pointue. Si vous avez répondu dans ce sens-ci, vous faites partie des 95 à 98 personnes, c'est-à-dire la grande majorité. Si vous avez répondu l'inverse, c'est que vous êtes potentiellement synesthète. Et oui, pour information, c'est une expérience de Wolfgang Euler et qui date de 1929 déjà.